Clyde Barrow et Barney Parker sont un bon exemple. Pur produit de l'époque. Dillinger, c'est pas qu'il était vraiment dur, non. C'était juste un produit de la lutte pour la survie. En fait, Dillinger, c'était un picno. Il avait compris que le sort était contre lui et agissait en conséquence. J'ai connu Dillinger. Ouais. Je l'ai rencontré dans le North Side. Et Dillinger était rien de ce que les gens ont écrit à son sujet. C'est l'époque qui a produit Dillinger. Et Pretty Boy Floyd. Et Babyface Nelson. C'étaient des bandits professionnels. Et à la fin, ils se sont fait tuer. Ils sont allés au bout, seuls. Ils n'avaient pas besoin d'une armée. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Montréal, le 14 janvier 2012. Et aujourd'hui, je poursuis la lecture de Hard Times de Studs Terkel, Histoire orale de la Grande Dépression. Avec le témoignage suivant de le docteur David G. Rossman, psychiatre. Il a étudié avec Freud, ses patients appartiennent à la classe moyenne supérieure, il travaille depuis les années 20. Des millionnaires venaient me voir pour traiter leur crise d'angoisse. En 1933, il y en a un qui m'a dit « Je suis ici pour me soigner, parce que j'ai perdu tout mon argent. Il ne me reste plus qu'une maison à Long Island, qui vaut 750 000 $. Je ne sais pas combien je vais pouvoir en tirer si j'essaie de la vendre. » C'était un homme à l'allure très aristocratique. Je me suis toujours senti coupable de l'argent que je gagnais. Je lui ai demandé « Pourquoi vous vous sentez coupable ?» Il a dit qu'il était courtier à la bourse, et lorsqu'il voyait que le marché commençait à baisser, il vendait à la baisse. À la fin de la journée, il faisait entre 50 et 75 000 $. Ça a duré un certain temps. Il disait « J'ai toujours pensé que j'avais volé cet argent à des veuves et des orphelins. » Il s'est senti coupable quand tout s'est effondré. Il a commencé à comprendre ce que ça faisait de ne pas avoir d'argent. Pour vous donner une idée de l'importance de cet homme, il a participé à une réunion secrète chez J.P. Morgan pour essayer d'enrayer la chute. Il avait rendez-vous à 5 heures et il a dit « Je ne serai pas là aujourd'hui, mais je viendrai plus tard et j'aurai quelque chose d'important à vous dire. » Si j'avais acheté du General Motors ou du Chrysler au niveau où il était en mars 1933, j'aurais pu devenir multimillionnaire avec un investissement de 10 000 $. Mais ce n'est pas ça qu'il est venu dire. Il a dit « Nous avons décidé de fermer la Bank of America parce que le président demande un prix excessivement élevé pour ses actions. » C'était une toute petite banque à New York. Ils ont décidé de la laisser aller dans le mur. La banque s'est effondrée. Ce type m'a dit d'aller à la banque retirer mon argent et de l'échanger contre des bons en or. C'était des billets jaunes où on pouvait lire « Échangeable auprès du Trésor des États-Unis contre de l'or en barre. » J'avais 10 000 $ d'or en barre. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de ça. C'était lourd comme tout. Je l'ai mis dans un coffre-fort. 2 jours plus tard, il a fallu que je le retire parce que le président avait déclaré que la possession d'or était illégale. Je l'ai rapporté à la banque et ils m'ont crédité de 10 000 $. J'ai su que l'économie était mal en point bien avant la crise de la bourse de 29. J'avais un patient qui était le plus gros distributeur d'ustensiles de cuisine du pays. Il avait une énorme usine. Il m'avait dit que tout d'un coup, sans prévenir, il n'avait plus eu de commande. Mai-juin 1929. Nous croyions tous qu'une nouvelle ère de la finance s'était ouverte. Combien de temps j'ai joué en bourse? De 1926 à 1929. J'ai doublé la mise. Je me souviens de certaines actions que j'avais achetées. Electric Bond Shire, par exemple. J'en avais acheté 100 $ que j'ai revendu à 465 $. C'était la seule façon de faire vraiment de l'argent. Mon revenu était insignifiant. Les médecins étaient les plus extraordinaires financiers amateurs. Beaucoup de mes amis médecins se sont intéressés à ça parce qu'ils avaient des patients dans la haute finance. Ils leur disaient quelle action acheter. Ils marchaient tous vers l'abîme.
J'ai commencé à investir en 1926. À l'époque, je travaillais au ministère des Anciens combattants et je pense que tous les médecins là-bas s'étaient mouillés dans la bourse. Certains faisaient mieux que d'autres. J'étais trop timoré. Il a fallu attendre quelques années et un tuyau qu'on m'a donné pour acheter du Montgomery Ward et j'ai fait 1000 $ en 10 jours. En 1929, je me suis retiré du marché. J'ai retiré mon argent de la maison de courtage qui la gérait et je l'ai confié à un homme qui était le garant des hommes les plus riches du pays. Je le croyais à l'abri de tout. Il a commencé à acheter des actions. Il m'a acheté du Jones Manville, par exemple. Ça se vendait 112 $. Il en a acheté 100 à un bon prix, 105. On les a revendus 50. Ce type a détourné pour une valeur de 3 millions de dollars d'actions au printemps 1929. Il avait de gros ennuis. Il est mort d'un accident cardiaque. Il n'y a pas eu de poursuite. C'était juste un pion. Le type pour qui il travaillait valait plus de 100 millions. Il n'a pas souffert du crash. Il a fait des fortunes colossales avec les monnaies dévaluées d'Europe. Il donnait le tuyau à ses amis. Plusieurs d'entre eux ont fait entre 6 et 8 millions de dollars. 6 millions de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Il s'en mettait plein les poches grâce à la chute des monnaies européennes. Qu'est-ce qui arrivait pendant ce temps aux hommes? Pas grand-chose. On ne se rendait pas vraiment compte qu'il y avait une dépression. Sauf que les gens se plaignaient de ne plus avoir de travail. On pouvait être merveilleusement aidé pour 3 fois rien. Les gens travaillaient presque gratuitement. C'est l'époque où on a vu fleurir les vendeurs de pommes, et il y avait partout des soupes populaires. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas l'oublier, que le taux de chômage le plus élevé n'a jamais atteint 20%. Vos patients ont-ils été beaucoup touchés? Non, pas trop. Ils payaient des honoraires très raisonnables. J'ai repris un livre de compte des années 31 à 1934. Je faisais 2000 $ par mois, ce qui faisait beaucoup d'argent. Puis, en 34, 35, 36, ils se sont mis à venir en foule quand les choses ont commencé à aller mieux. Les gens cherchaient de l'aide, tous de la classe moyenne. On lâchait un peu plus d'argent. À la veille de la guerre, les psychiatres de New York étaient noyés sous le travail. Je commençais à recevoir à 7 heures le matin et je ne m'arrêtais pas jusqu'à 9 heures du soir. Il s'attarde sur la récession de 1937, sur son intérêt pour la guerre civile espagnole, sur sa déception quant à l'embargo décidé par Roosevelt sur l'Espagne et sur la chute de Barcelone. Beaucoup de ses patients étaient plutôt de gauche. Certains envisageaient le marxisme comme une solution possible. D'autres étaient le noyau dur des grands marchands. Vous aviez des contacts avec d'autres gens, avec les autres classes? Les classes inférieures? Non. Disons le bas de la classe moyenne. Un petit entrepreneur du bâtiment, par exemple. Celui qui m'a construit ma maison. 10 pièces pour 8500 $. Je le payais 5 cents le mètre carré de pain, sachant que ça coûterait 1,50 $ aujourd'hui. Aucun des gars qui a travaillé chez moi faisait plus de 5 $ par jour. J'ai demandé à l'entrepreneur ce qu'il avait gagné avec ce boulot. Il m'a dit « J'ai mangé pendant 6 mois. » C'était ça ou rien. Les gars se vendaient à bon prix, faisaient du bon boulot et espéraient être recommandés à quelqu'un d'autre. En ce temps-là, tout le monde acceptait son rôle. Tout le monde acceptait qu'il était responsable de son destin. Tout le monde, ou presque, se reprochait à soi-même ses échecs, son manque de talent ou de chance. Les gens acceptaient le fait que c'était leur faute, leur paresse, leur manque de compétences, et ils se tenaient tranquilles. Il y avait une sorte de honte de l'échec personnel. Je me demandais ce que ça pouvait bien être, ce truc. Je ne ressentais pas du tout ce genre de souffrance. Un des traits les plus remarquables de la dépression, c'est qu'il y a eu très peu de troubles. Il y a eu quelques manifestations. Les gens ont manifesté à Washington et Hoover leur a promis que tout irait bien. Les gens espéraient et étaient abasourdis. En 1930 et plus tard en 1932, les gars du gros business sont venus supplier Roosevelt à genoux. Ils n'ont jamais surmonté ce moment d'humiliation. Ils ne lui ont jamais pardonné d'avoir eu l'intelligence de faire quelque chose, de réamorcer la pompe. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils sont arrivés. Tout l'éthos a changé.
Il y a beaucoup plus de haine et d'agressivité dans le pays. Nous avons atteint une prospérité sans précédent. Tout le monde se dit, pourquoi pas moi? Les gens ont appris qu'ils vivaient dans une société d'abondance. Ils voient comment vivent les riches. La télévision le montre. Et puis tout le monde se dit, c'est qui ce type? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est parce que j'ai la peau noire ou quoi? Ils n'acceptent plus leurs responsabilités dans leur propre destin. C'est la faute des autres. C'est terrible. Ça pourrait déchirer le pays. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une révolution si la dépression frappait à nouveau? Ce serait quelque chose de balbutiant, rien d'organisé. Aujourd'hui, on ne permet à personne de mourir de faim. Et tout le monde pense qu'il n'y a qu'à claquer les doigts. En réalité, c'est le gouvernement qui a introduit cette idée chez les gens dans les années 1930. Les gens ne demandaient rien au gouvernement. Aujourd'hui, ils se tournent vers lui au lieu de se poser la question à eux-mêmes. Pourquoi c'est moi le pigeon? Pourquoi moi? Ils veulent tous leur part du gâteau.